Chers téléspectateurs, bonsoir. Deuxième congrès ordinaire des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. C'était le samedi 10 février dernier à Parakou. Et puis la justice veut poursuivre 3 anciens ministres du président Boni Yayi. Elle demande la levée de l'immunité parlementaire de 3 députés. Et puis l'Assemblée nationale lance les réflexions sur le système partisan béninois. Voilà les sujets que nous allons évoquer sur Club Média 7. Invité, Apol Emerico Adjovi, journaliste de son État, ancien directeur de publication du quotidien Le Matinal. Bonsoir, Apol. Bonsoir, Mesme. Bonsoir, Benoît, et à tous ceux qui nous regardent ou qui sont dans le monde. Voilà. Avec vous sur ce plateau, Dieudonné Katakula, journaliste, directeur de publication du quotidien Le Matin. Bonsoir, Katakula. Bonsoir, Mesme. Ouais. Nous allons démarrer donc cette émission, comme d'habitude, avec la revue de presse. La revue est signée Ulvaïs Balogun. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité cette semaine avec les journaux, c'est la sortie politique des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. La nation affiche à sa une. Deuxième congrès des FCBE, Boni Yayi déchaîne les passions à Parakou. Le quotidien de service public nous apprend que l'ancien président de la République, Boni Yayi, a rehaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture des assises du deuxième congrès ordinaire des FCBE samedi 10 février dernier à Parakou. Il a mis en ordre de bataille sa troupe, déchaînant les passions. Le journal ajoute que c'était son premier rassemblement politique depuis son départ du pouvoir le 6 avril 2016. Bénin Intelligent fait pareil et affiche en manchette. Meeting de Boni Yayi à Parakou, l'homme du chaos est de retour. On peut lire qu'en signant ainsi son retour sur la scène politique, Yayi Boni jette loin la casquette d'ancien président et se positionne comme un opposant politique. Le matinal évoque également le congrès des FCBE à Parakou, mais trouve pour sa part que c'est le rendez-vous des grands absents. Au congrès constitutif de refondation de l'Alliance FCBE en parti politique, plusieurs têtes de pont ont brillé par leur absence. L'ancien ministre Lionel Zinsou, qui a défendu les couleurs des FCBE à la dernière présidentielle, était absent. Les derniers ministres de Yayi Boni, dont Koumi Koutié des Finances, Thomas Yombo des Relations avec les institutions, Gustave Despaux-Sonon des Travaux publics, Naomi Azaria de la Microfinance n'ont pas pris part au congrès, révèle le quotidien qui ajoute qu'on dénombre aussi des absents importants comme Gilbert Bagana, Barthélémy Kassa, Nassirou Arifali Bako, Kate Sabaï et surtout Adam Bagoudou de Tchaourou et Rachidi Gbadamassi qui avaient conduit la liste FCBE dans la 8e circonscription en 2015. Des absences remarquées qui font dire au journal qu'en termes de qualité des personnalités, FCBE s'apparente à une coquille vide. Conclusion à la une de Le Matinal, transformation de l'Alliance FCBE en parti politique, Yayi, plus rien à démontrer. La presse du jour reste dans la même logique et titre Yayi à la dernière sortie des FCBE, un non-événement. Selon le journal, FCBE a fait sa mue puisqu'un seul grand fait majeur est à signaler après la kermesse de la cérémonie d'ouverture, c'est que l'Alliance FCBE a fait sa mue. Désormais, c'est Valentin Dianontin qui dirigera la troupe à la tête d'un bureau exécutif national composé de 90 membres. Réforme du système partisan, on en parle encore. La nation, réforme du système partisan, les acteurs sociopolitiques en conclave à Cotonou. Selon le quotidien national, réforme du système partisan, proposition de loi portant charte des partis politiques en République du Bénin est le thème au cœur de ce séminaire de 2 jours. L'initiative émane de l'Assemblée nationale qui lance ainsi les réflexions sur le système partisan béninois, précise le journal. L'économiste fait pareil à sa une. Système partisan au Bénin, les nouvelles réformes au cœur d'un atelier à Cotonou. Le journal se fait plus précis et révèle que 3 thématiques fondamentales sont analysées au cours de cette rencontre. La première concerne l'analyse des forces et faiblesses de la loi 2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis. La seconde thématique est relative aux enjeux de la réforme du système partisan au Bénin et la troisième concerne la présentation des points saillants de la proposition de loi portant charte des partis politiques au Bénin. La presse du jour, toujours sur le même sujet, réforme du système partisan, des acteurs politiques se prononcent sur leurs attentes. L'Afrique en marche, quant à elle, estime que la minorité parlementaire est sur le pied de guerre. Sur un autre registre à présent avec la demande de levée d'immunité de quelques députés. On apprend par Fraternité à sa manchette. Dossier faux médicaments, filière coton et Sonapra, la justice demande la levée d'immunité de 3 députés.
La presse électronique, notamment BeninWebTV.com, titre aussi que le gouvernement confirme la demande de la levée d'immunité de 3 députés. Le journal en ligne évoque l'intervention du directeur de la communication de la présidence sur une radio de la place. Ainsi, selon Wilfried Léon Moubedi, il y a 3 dossiers qui intéressent la justice, à savoir le dossier Sonapra, celui de faux médicaments et le dossier vol d'argent au domicile de Komikoutié. Ce média en ligne ajoute que dans le dossier Sonapra, il est reproché aux honorables Valentin Djenontin, Idrissou Bako et à l'ancienne ministre de l'Agriculture Fatoumata Amadou Dirbil des actes de légèreté dans la gestion de la filière coton. Un comportement qui a causé un manque à gagner estimé à un montant de 125 milliards de francs CFA pour l'État. En ce qui concerne le dossier faux médicaments, le député Atta Orenouho est poursuivi par la justice pour s'expliquer sur plusieurs tonnes de faux médicaments découverts à son domicile par la police. Et l'ancien ministre de l'économie et des finances est recherché pour une affaire de vol de 700 millions de francs CFA survenue à son domicile en 2016. Ce sera tout pour cette revue de presse. Ulvaeus Balogun à la présentation. À dimanche prochain. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. Dieudonné Katakula, le week-end écoulé, donc, les forces Curie pour un Bénin émergent étaient en démonstration de force à Parakou. À suivre les images, à voir les images et à apprendre et en apprendre sur l'organisation. Peut-on dire que les FCBU s'organisent comme cela se doit, comme il faut, pour une reconquête du pouvoir? Je crois qu'il faut déjà contextualiser le mois où ce congrès a été organisé. Voyez-vous, les forces Curie pour un Bénin émergent ont perdu le pouvoir depuis avril 2016. Ça fait presque 2 années que ces forces ont pu observer de loin la façon de gérer de leurs successeurs, notamment le pouvoir de la rupture avec son chef Patrice Talon. Et vous savez, quand je parle de contexte, il y a aussi les échéances à venir, c'est-à-dire que dans moins d'1 an ou bien dans un peu plus de 13-14 mois, on ira aux élections législatives au Bénin. Et donc, ce n'est pas à 1 mois ou à 10 jours de cette élection que les forces qui entendent aller batailler sur le terrain vont commencer à se réveiller. Donc, pour moi, ce congrès des FCBU à Parakou se situe dans ce contexte, de préparation des élections législatives qui s'annoncent, et de profiter du moment pour faire le bilan du gouvernement en place et montrer combien de fois ce gouvernement, selon eux, ne fait pas comme cela se doit selon eux. Donc, pour moi, c'est surtout ça. Donc, si on revient à l'organisation pratique avec la mobilisation, le monde qu'il y a eu, il faut reconnaître que c'est une alliance née après la conquête du pouvoir par Boni Yayi et qui rassemble les mouvements, partis politiques, forces politiques, personnalités politiques qui l'ont soutenu ou qui ont rallié la BAC des Curie en cours de chemin. Et donc, après l'élection de 2016, qui a montré que le slogan « Après nous, c'est nous » n'était pas ce que les Béninois voulaient. Donc, il fallait qu'ils fassent le point de ce qui reste encore dans la BAC des forces Curie pour un Bénin émergent, parce que, voyez-vous, il y a beaucoup qui ont laissé tomber la BAC et il y en a qui sont restés. Quand vous voyez les gens qui sont promus, vous voyez que la plupart, ce sont des anciens ministres qui n'ont pas réussi à se caser au niveau du pouvoir de la rupture et qui sont restés accrochés parce qu'ils n'ont pas d'autres issues. Donc, je crois que on va parler de fidélité pour certains, mais pour d'autres, je crois que c'est pas manque de destination qu'ils se retrouvent encore accrochés aux forces Curie pour un Bénin émergent. Et j'ai dit, pour l'élection qui vient, c'est que c'est un véritable test pour cette alliance politique qui n'existait pas avant l'arrivée au pouvoir de son leader charismatique, qui est le président Boni Yayi, mais qui devra maintenant batailler face à des forces politiques qui sont sur le terrain et eux, ils n'ont plus aujourd'hui la facilité et les moyens de l'État pour faire la campagne. Oui, Apollo Adjovi, les FCBE s'organisent pour les législatives. Ils en ont profité donc pour faire le bilan du pouvoir en place. Mais sachant donc que ici, les élections sont prochaines en 2019, on part pour les élections législatives. Peut-on dire que les FCBE sont en train de prendre une série d'options? Moi, je peux déjà dire que je leur tire un coup de chapeau pour le fait que, comme il a dit, c'est une alliance de partis qui est née pendant que le leader était au pouvoir.
On a connu déjà un cas similaire ici avec l'UBF, qui malheureusement, qu'on appelle lorsque le leader, le président Kérékou, perd son âme, avait quitté le pouvoir, donc l'UBF donc, est totalement morte. Il se fait qu'aujourd'hui, les FCBE, aujourd'hui, bien qu'ils aient quitté le pouvoir, ils sont parvenus à transformer leur alliance en parti politique. Je dis que ça, c'est un coup de chapeau que je laisse dire. Oui, et la FCBE, comme il a dit, effectivement, ils sont en train de se préparer. Et je suis entièrement d'accord avec lui par rapport au contexte. Parce que 2 ans qu'ils ont perdu le pouvoir, ils sont plus au pouvoir. Aujourd'hui, donc, ils sont en train de s'organiser. Et puis, le moment est vraiment bien trouvé pour eux qu'ils ont donc observé un temps de répit, une trêve de 2 ans pour voir donc le pouvoir qui leur a succédé, comment le pouvoir est en train de fonctionner. Et donc, vous avez constaté que ce congrès-là a été une occasion pour eux donc, de faire le bilan critique des nations du pouvoir en place, ce qui est de bonne guerre, et donc de se projeter sur l'avenir. Et cet avenir, je dis, c'est en 2019 qu'on saura si effectivement les FCBE sont une formation politique. Parce que hier, ils étaient au pouvoir. Justement, oui. D'une alliance de partis politiques, lorsqu'on devient un parti politique, est-ce que l'organisation est sérieuse? Mais oui, justement. C'est pour montrer que maintenant, là, on est plus soudés. Parce que hier, là, ils étaient en alliance. C'est-à-dire que la preuve en est que des gens qui étaient avec eux hier les ont quittés pour aller ailleurs, pour être avec le pouvoir en place actuellement, pour se prendre en charge, qu'on appelle en solo. Aujourd'hui, ils se sont mués en parti politique. C'est pour montrer de mon point de vue qu'ils sont aujourd'hui donc un bloc compact et donc mieux s'organiser pour aller aux élections. Et leur premier test, effectivement, c'est les législatives de mars 2019, donc qui vont peut-être donc nous montrer ce que les FCBE représentent encore. Parce que vous avez constaté que dès lors qu'ils ont quitté le pouvoir, il y en a beaucoup, ils ont perdu beaucoup de leaders, enfin si je peux ainsi les appeler, beaucoup de personnes qui étaient avec eux, qui donc, comme je l'ai dit tantôt, pour certains qui sont avec le pouvoir en place, pour certains qui ont pris leur liberté. Donc on attend de voir s'ils vont pouvoir donc, qu'on appelle passer le test de 2019, parce qu'il faut le dire d'ores et déjà, qu'en dehors, pour moi, la lecture que je fais, en dehors de Yahi Boni, qui aujourd'hui il y a encore un petit contenu, je me dis, les autres personnes, notamment si je prends le cas de leur secrétaire exécutif national, je me dis, mais les autres membres du bureau exécutif, là, ils ont quel ancrage politique? Ils ont quel fief politique? Je n'en trouve pas quand je vois, répétons, l'ensemble des membres du bureau politique. Et de là, donc, 2019, on va pouvoir donc nous permettre de voir de quoi les FCB pèsent aujourd'hui et de quoi ils pourront être capables à dire de quel est leur contenu par rapport à l'animation de la vie politique dans les années à venir. Justement, le thème de la rencontre est ceci: œuvrons pour une société juste, de paix et sans pauvreté, avec l'homme au centre du développement. Quelle préoccupation traduit ce thème? Moi, je crois que c'est ce que les Béninois ont dit au début par rapport au pouvoir talent, et depuis toujours, que c'est un pouvoir talent qui n'est pas social, un pouvoir qui ne prend pas des mesures sociales. Et comme l'a dit, et comme même dans le rapport du Fonds monétaire international aussi, c'est qu'il faut des mesures sociales pour pouvoir aider un pays, un Bénin qui est un pays pauvre. Et donc, je crois que c'est cette rhétorique répétée à tort ou à raison par beaucoup de personnes qui poussent les FCBE à en faire un thème d'actualité pour rester collés aux préoccupations majeures des populations, de leurs militants et d'une bonne partie de la population béninoise qui, à tort aussi ou à raison, estime que le pouvoir talent ne prend pas suffisamment de mesures sociales pour soulager les plus démunis et que peut-être qu'au contraire, il y a une paupérisation ambiante. Donc, je crois que le choix du thème n'est pas anodin, c'est pour rester collé à une frange de la population qui se sent lésée, qui se sent marginalisée par le pouvoir actuel. Le pouvoir actuel. Donc, ils sont en plein dans leur rôle parce que les FCBE se sont positionnés comme un parti d'opposition et le parti d'opposition, ce n'est que la rivière pour les gens qui ne se sentent pas pris en compte par la gestion actuelle ou les gens qui ne sont pas en phase avec la gestion actuelle. Et voyez-vous, Boni Yahi, c'est un homme qui de tout temps a usé de populisme et cherche toujours à rester proche des populations pour être populaire. Et donc, choisir un tel thème pour un tel congrès pour les Forces Cori pour un Bénin émergent ne devrait pas étonner. Oui, il y avait une foule énorme à Parakou. Mais malgré ça, on parle de grands absents, au nom desquels Lionel Zinsou. Si. Qu'est-ce que cela? Oui, évidemment, vous avez parlé de foule. Parce que c'est quoi? Il faut différencier les foules des militants. Justement. Ce que moi j'ai noté à Parakou par rapport à... Foule rime-t-elle avec militantisme? Oui, voilà, justement. Est-ce que c'est la foule ou bien ce sont les militants?
vous allez constater, en tout cas comme moi, que c'est plutôt la foule qu'on a observé, pas des militants. Parce que c'est quoi? Les militants qui étaient donc conviés à ce congrès avaient donc chacun leur badge. Alors quand je regarde le reportage qui en a été fait, j'ai vu, ben, écoutez, que le grand nombre, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas porté de badge. Et je note que, évidemment, il n'y a que ça qu'on peut observer, c'est quoi? Encore que, voyez-vous, l'ouverture de ce congrès a eu lieu à une place publique qu'on appelle la place Bioguera, c'est à Parakou. Et c'est un endroit où, quand vous allez à Parakou, si vous êtes vraiment allé à Parakou, c'est un endroit où on pense souvent parce qu'évidemment, il y a un débit de boisson à côté qui est appelé la fraîcheur, ce n'est pas une publicité. C'est là où moi j'ai mes habitudes quand je vais à Parakou. Donc, voyez-vous, c'est un lieu public. C'est un lieu public. Et puis, l'autre chose également est que quoi? Il se fait qu'il y a quelqu'un qui, dans un passé récent, c'est-à-dire il y a 2 ans, donc était vraiment super exposé. Aujourd'hui, la personne a connu pratiquement 2 ans de diète médiatique. Donc, quand une personne sort, eh bien, justement, la population se dit, ou bien la foule se dit, mais il faut que j'aille voir l'individu là, qu'est-ce qu'il est devenu? A-t-il pris un peu de poids? A-t-il diminué? Qu'est-ce qu'il a porté? En fait, c'est un peu, c'est-à-dire quand le gougon reste longtemps au couvent, là, quand le gougon sort, là, vous voyez, la population dans notre sociologie, tout le monde a couru pour aller voir, mais qu'est-ce que le gougon a porté? Donc, c'était la curiosité que la foule allait satisfaire pour aller voir le gougon qui était sorti. Sinon, que, de mon point de vue, il n'y a pas une mobilisation de grand monde. Hein. Et puis, comme l'a dit les journaux, il y a vraiment les grands absents. Les gens n'étaient pas là. Parce que moi, je me dis, leur leader, après Yahi Boni, qui était donc mon frère, on appelle Lionel Zinsou, mais je pense que c'est le moment plus que jamais pour lui d'être présent à un tel congrès et donc de se reprendre par rapport à l'avenir. Mais malheureusement, il n'a pas été là. Oui, justement. Il n'a pas été là. Je me dis, mais est-ce qu'il donne raison à ceux qui ont pensé hier que c'était un opportuniste, un pur opportuniste, qui n'était vraiment pas ancré dans nos réalités politiques ici. Donc il était venu tel un pantin, donc que l'autre va utiliser donc, et mettre en place, un peu comme qu'on appelle à la Poutine. Oui, je vous renvoie à la même question. Que dire de Lionel Zinsou, qui était quand même un grand absent? Lionel Zinsou, pour qui le président Boni a sacrifié moult Béninois qui ont travaillé à ses côtés. Je crois que les rumeurs déjà, même avant l'élection, avant le deuxième tour ou autre, qu'il y a la caricature que les gens faisaient pour dire que lorsque Lionel Zinsou va gagner l'élection, il va rester au Bénin, mais quand il va perdre, l'avion est déjà positionné pour qu'il reparte chez lui. Donc, je crois que Lionel Zinsou, fondamentalement, n'a pas... Je crois que peut-être qu'il tire leçon de la façon dont les forces Kori pour un Bénin émergent ont pu s'organiser autour de sa personne pour aller à cette élection présidentielle de 2016. Il tire leçon des rivalités, il tire leçon même des coups bas internes qu'il a peut-être reçus au sein même de l'alliance qui devrait le porter aux côtés du PRD et de la Renaissance du Bénin. Et donc, à la fin, il fait le bilan, il tire la conclusion, c'est peut-être qu'il vaut mieux ne plus continuer avec ceux-là, qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Je ne dirais pas ça. Mais voyez-vous, pour quelqu'un peut-être qui a encore des ambitions présidentielles au Bénin, je crois que le moment est propice pour lui de profiter de cette occasion et de surfer sur cette vague de mécontents peut-être du pouvoir talon pour pouvoir s'attirer un certain nombre de sympathies de la part d'une partie de la population. Et nous le disons, c'est le moment plus que jamais pour tous ceux qui veulent se positionner. Même pour la présidentielle qui vient, c'est le moment plus que jamais de commencer à sortir. Voyez-vous, quand Boni Yayi était venu au pouvoir en 2006, il a fallu 2 ans pour que les forces politiques qui étaient là puissent se coaliser. C'est-à-dire, c'était le 12 mars 2008, je crois, que la première réunion de ce qui était l'embryon du G4 et qui a permis de faire naître l'UN, la première réunion publique, c'était le 12 mars 2008 au niveau du Palais des Sports du Stade de l'Amitié. Donc, voyez-vous, c'est le moment propice. On laisse le pouvoir qui est venu 2 ans et après, on commence les intrigues parce qu'il y a d'autres élections qui s'annoncent. Donc, Lionel Zinsou, si, pour moi, il a encore des ambitions, c'est qu'il a raté une occasion aussi de se positionner aux yeux des Béninois. Parlant de foule, tel Diogène de Sinope qui recherche l'homme rare, certaines femmes ont allumé des lampes pour rechercher Boni Yayi, leur homme, leur sauveur. Est-ce que Yayi Boni a fait autant pour le Bénin? Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression d'être dans un scénario de théâtre? Parce que je me dis, mais la personne qui a 2 ans, dont on a rejeté sa main qui tenait un candidat,
Alors qu'il a fallu 2 ans, juste 2 ans, et qu'on appelle qu'on sorte avec des lampions à rechercher l'individu à tel Diogène. Non, je crois que c'est une pure comédie pour faire rire un peu. Comme je le disais tantôt, le Gougouin est sorti, il fallait donc venir voir ce que le Gougouin a apporté. Parce que ça fait 2 ans que le Gougouin est au couvent. Il fallait donc venir voir ce qu'il a apporté. Bon, peut-être que, je ne sais pas, c'était pas une boutade, si ces femmes, peut-être, c'est pas moi, n'avaient pas plus une bonne visibilité, donc le lampion les a aidés, je n'en sais absolument rien. Non, mais moi, je pense plutôt que, voyez-vous, Boni Yayi était peut-être à la tête d'un État-providence qui prenait un certain nombre de mesures en faveur d'une certaine couche sociale, qui était proche des populations. C'est-à-dire, ce n'est pas le président comme Patrice Talon qui, depuis qu'il est au pouvoir, est allé peut-être 2 ou 3 fois seulement à l'intérieur du pays et qui reste campé parce qu'au siège du pouvoir à Cotonou. Mais Boni Yayi, c'est celui-là qui était en hélicoptère et qui se promenait partout. Et les Béninois le voyaient tous les jours. Et donc, la gouvernance Talon tranche diamétralement avec ce que Patrice Talon faisait, de telle manière qu'à un moment donné, il y a des gens qui se retrouvent nostalgiques d'une certaine forme de gouvernance, d'une certaine pratique du pouvoir. Et donc, peut-être que c'est à raison que, mais pour matérialiser cela, elles ont sorti des lampes. Donc, ou peut-être que c'est comme Apollo le dit, que c'est de la comédie, ou c'est juste des images pour la communication et montrer que le peuple a encore envie de Boni Yayi au pouvoir. Mais il y a une chose, tel que Boni Yayi est sorti et a fait son congrès avec les FCBE à Parakou, la suite dépendra de la gouvernance du président Patrice Talon. Parce qu'à mesure que la gouvernance du président Patrice Talon fera des mécontents, la BAC Boni Yayi retrouvera toujours des gens. Parce que les gens vont toujours s'identifier à Boni Yayi qui a fait quand même ses preuves à la tête du pays. Justement, qu'il y ait bonne ou mauvaise gouvernance de Patrice Talon, serait-ce à dire du moins que l'ancien président est forcément bon? Non, pas forcément, parce que l'ancien président a déjà fait ses preuves. Et voyez-vous, la population est dans une logique de comparaison. Et peut-être n'a pas réussi encore à intégrer la logique de la gouvernance Talon qui prône une certaine rupture avec les anciennes pratiques, qui veut qu'on se serre la ceinture pour pouvoir porter l'économie du pays et qu'on se donne le temps de construire avant de commencer à jouir. Donc, alors que du temps de Boni Yayi, on pouvait jouir de la prospérité peut-être qu'on n'a pas produit. Donc, cela ne veut pas dire que Boni Yayi est forcément bon. Lorsque les enfants aiment toujours les tontons qui leur apportent des bonbons, même si ces tontons sont des assassins, ils ne regardent pas la tête de ces tontons. Donc, moi, je m'inscris dans cette logique et je l'explique par cette logique peut-être que les populations se retrouvent à travers celui qui peut-être pour eux leur fait plus de bien, même si les fondements sur lesquels celui-là travaille ou gère le pays peut conduire le pays à terme dans le précipice. Pour ajouter par rapport à ce que Dieudonné a dit, que Yayi Boni, on le connaît l'animal par rapport au populisme, par rapport à la communication, la super communication. Cela dit, pour relativiser un peu ce que je viens de dire, que la sortie de Boni Yayi pour moi doit être également pour moi un signal fort que les communicants du pouvoir actuel doivent pouvoir prendre en compte, parce que se disant que l'individu, nous l'avons connu par le passé, et que dès lors maintenant qu'il s'est donné une étoffe, donc président d'honneur d'un parti comme FCBE, donc l'individu va chercher chaque fois donc, à les voler dans les plumes. Et donc, il va falloir donc qu'ils prennent des mesures pour anticiper et non rester dans la logique de contre-attaquer. Parce que c'est quoi? Si vous devez rester, il devrait rester, il a dit, je vais parler des communicants du président, enfin du pouvoir actuel, doit rester dans la logique de contre-attaquer, de répondre. Ça veut dire que chaque fois, FCBE, je veux dire, Yayi Boni va donc donner des coups et vont passer tout le temps à vouloir lui répondre, alors qu'il faut anticiper pour ne pas faire donc beaucoup de mécontents. Puisque, comme il a dit, Dieudonné, dès lors que la gouvernance actuelle va donc créer beaucoup de mécontents, c'est évident que de l'autre côté, la BAC FCBE va donc avoir beaucoup de personnes et donc compter qu'ils vont pouvoir donc faire mal d'ici 2019. Oui, les FCBE se sont donc réunis en présence de Boni Yayi, désormais président d'honneur. Qu'est-ce que cette sortie de Boni Yayi peut inspirer? Est-ce à dire qu'il a d'autres ambitions? Absolument. Bon, absolument. Voyez-vous, Boni Yayi, c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir et qui a eu le goût du pouvoir. Voyez-vous, il n'a pas voulu laisser le pouvoir. La preuve, il a voulu faire un scénario à la Vladimir Poutine, ce qui n'a pas marché en amenant Lionel Zinsou. Donc, moi, je crois que c'est quelqu'un qui aime le pouvoir et qui ne veut pas rester loin du pouvoir et qui a son mot à dire et qui peut-être se dit qu'il est la représentation ou il est quelqu'un en qui se reconnaît un certain nombre de Béninois, un certain nombre de compatriotes et donc qu'il lui faut porter ce combat parce que lui, ayant été chef d'État,
ayant connu la politique au plus haut niveau, il sait ce qu'il faut faire. Donc, pour moi, c'est qu'on ne devrait pas être étonné de voir Boni Yayi candidat pour les législatives de 2019 où conduit en personne la liste des forces Kori pour un Bénin émergent dans la 8e circonscription, c'est-à-dire la circonscription de Tchaourou. Donc, pour moi, il a d'autres ambitions. Et on ne peut que le féliciter parce que, bon, on n'est pas adepte des chefs d'État qui vont s'asseoir parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'il ait été peut-être un mauvais président ou pas, c'est qu'il a de l'expérience, il connaît le sens de l'État et peut apporter son éclairage à l'Assemblée nationale lors des grands débats. Oui, Ce que je peux dire, vous me permettez, je crois que pour moi, la lecture que je fais de la sortie de Yayi Boni est que il faut comprendre que Yayi Boni, les élections de 2016 qui ont porté Patrice Talon au pouvoir ont été des élections qui ont été une surprise pour Yayi Boni. Si Yayi Boni avait su qu'un an à l'avance que Patrice Talon serait candidat à la présidentielle, je crois qu'il prendrait toutes les dispositions pour l'en empêcher. Ça a été une surprise pour lui. Et donc, Yayi Boni, le connaissant l'animal, je disais tantôt, c'est aujourd'hui quelqu'un qui, donc, se donnant cette étoffe-là, se met dans une position donc de donner le coup. Il va donc préparer parce qu'il ne voudrait jamais s'avouer vaincu par rapport à sa bataille ou j'allais dire à son combat avec Patrice Talon. Donc aujourd'hui, dans sa position de président d'honneur d'un parti comme FCBE, là, Yayi Boni, de mon point de vue, il veut prendre une revanche. Il va prendre une revanche avec quoi? Avec quels moyens? Wait and see, on verra bien donc la bataille sur le terrain. Parce que pour l'instant, va-t-il porter une casquette de leader de l'opposition? Ben écoutez, puisque le parti donc s'est ancré tel un parti de l'opposition, donc Yayi Boni, dès lors que chaque fois qu'il va prendre la parole, on va toujours donc considérer que c'est un opposant au pouvoir en place qui est en train de parler. Donc Yayi Boni va chercher, comme l'a dit tantôt, à prendre sa revanche par rapport à sa surprise qu'il a connue en 2016. De façon sommaire, quel est le mérite de cette rencontre de Parakou? Le mérite, c'est déjà que, voyez-vous, nous sommes dans une démocratie pluraliste où la monotonie politique, où depuis 2 ans, on entend qu'un seul son de cloche, c'est le seul pouvoir talent qui domine la sphère de communicationnelle et même la sphère politique. Et les activités politiques ne sont plus aussi intenses comme on l'observait par le passé. Donc, pour moi, dans un État démocratique comme le Bénin, les forces de l'opposition ou les forces ayant dirigé le pouvoir auparavant et qui, pendant qu'un autre pouvoir est là, arrivent à s'organiser et à faire de telles grandes rencontres, je crois que tout le mérite revient à la démocratie béninoise héritée des conclusions de la conférence nationale des forces vives de 90. Donc, que ces conclusions, enfin, le pacte républicain de 1990, ça veut dire que ce pacte continue de vivre, ce pacte continue de prospérer au Bénin, donc, et que les partis d'opposition, les voix dissonantes ont aussi droit de citer partout dans les médias et sur les théâtres opérationnels au niveau des circonscriptions, au niveau des arrondissements. Donc, pour moi, le mérite, c'est que ils ont pu faire parler la démocratie, ça fait grandir la démocratie. Secondo, c'est que tous ceux-là aujourd'hui qui y étaient restés avec Boni Yayi et qui peut-être avaient peur de parler, parce que peut-être on peut leur coller ou telle chose, parce qu'ils connaissent le nombre de cadavres qu'il y a dans leur placard, ou ils connaissent les ardoises qui traînent. Donc aujourd'hui peut-être vont retrouver la force pour continuer la lutte au niveau de l'opposition, parce qu'ils ont retrouvé leur leader qui était caché, mais qui a sorti la tête de l'eau par l'organisation de ce congrès. Deuxième sujet, la justice réclame la levée de l'immunité de 3 députés et en même temps, elle compte poursuivre certains ministres, certains anciens ministres du gouvernement Boni Yayi. Dites-nous, ça répond à quoi cette logique? En fait, cette intention judiciaire répond à quelle logique? Voyez-vous, je crois que c'est d'abord le scandale Coton. Moi, je crois le scandale Coton où, à un certain moment de l'histoire de ce commerce, on a mis en veilleuse l'accord cadre liant l'État béninois à l'Association interprofessionnelle du coton, et où, au lieu de laisser les professionnels du coton gérer l'affaire du coton, on a mis en place un comité interministériel qui a fini par prendre en main la gestion du coton, un comité peut-être présidé, si je ne m'abuse pas, l'ancien ministre Valentin Djerontin. Et donc, au finish, on remarque qu'il y a eu près de 125 milliards de francs CFA de marque gagnés pour un produit qui devait normalement rapporter des devises à l'État, c'est-à-dire que l'État en a perdu 125, on a mis des subventions de l'État, pourtant ça n'a rien donné. Et donc depuis 2 ans, l'expérience qui se fait, c'est que le pouvoir en place aujourd'hui a mis fin aux subventions de l'État et pourtant le secteur prospère. Donc question, comment a-t-on pu gérer un secteur aussi de façon aussi maladroite pour que, au lieu que cette affaire puisse apporter des devises aux caisses du contribuable,
on en vienne à jeter en l'air ou à jeter par la fenêtre 125 milliards. Et donc, pour moi, c'est bien qu'on fasse la lumière sur cette affaire pour tirer les conclusions et voir que les fonctionnaires de l'État n'ont jamais été de bons gestionnaires, surtout en matière de business. Ce n'est pas au Bénin ce n'est pas au Bénin seul, partout au monde. Ce qui est business, qu'on va gérer, placer de coton, fashion manager, ce n'est pas les fonctionnaires qui le font. Voilà. On pourrait déjà dire que l'heure a sonné pour le nettoyage des écuries d'OGIAS, mais certains pensent déjà qu'il s'agit de harcèlement et de chantage. Qu'en est-il de la vérité? Qu'est-ce que vous pouvez contre des personnes de mauvaise foi? Je dis, mais écoutez, le gouvernement qui est en place là, se fait appeler gouvernement de la rupture. Quand on parle de rupture, c'est qu'on veut rompre avec des habitudes. Et on se rappelle qu'il y a un conseil des ministres dans ce pays qui nous a révélé que par rapport à la gestion du coton, au temps du pouvoir passé, qu'il y a eu une perte pour notre trésor national de 125 milliards. Il se fait que ce sont donc certains de nos compatriotes qui ont géré cette affaire à l'époque. Et donc, pour moi, selon moi, un gouvernement responsable, quand vous venez et que vous faites des audits, vous constatez des choses pareilles, je crois que le devoir vous appelle donc de chercher à voir clair. Et donc, lors que le Conseil des ministres a révélé une telle information, il revient donc au Conseil des ministres donc, de transmettre le dossier à la justice. Puisque l'exécutif a fini son travail, il faut que donc, le judiciaire également fasse son travail. Et donc, je crois qu'à ce niveau-là, au niveau de la justice donc, demande à donc, écouter certains de ses compatriotes donc, qui ont eu à gérer, n'est-ce pas, ce Mankangaye-là. Et il se fait que ces compatriotes sont dans une position aujourd'hui où nos tests sont prévus que pour les écouter, il faut donc demander la levée de leur immunité. Je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Et que les gens ont tout fait de dire que c'est une chasse aux sorciers. Je dis, mais c'est qui le chasseur, c'est qui le sorcier? Pour moi, il n'y a pas de sorcier. Je ne crois pas qu'il y ait des Béninois à moi, des compatriotes à moi qui sont sorciers et puis d'autres non chasseurs. Il faudrait que les gens apprennent à faire confiance à la justice. D'ailleurs, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de personnes qu'on appelle condamnées. C'est juste la justice dit, je veux les écouter. Mais il se fait qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, ces personnes ont une carapace. Et nos tests ont prévu la procédure donc de le faire venir devant la justice. Mais laissons que la procédure aille à son cours, à son terme, et que la justice puisse donc faire son travail. Et donc, ayons confiance en la justice, plaçons notre confiance en la justice en tant que Béninois, pour que nous n'ayons plus à douter de nos juges. Malheureusement, certains estiment par rapport à Komi Koutié, par exemple, que le rapport du cabinet Mazars n'est pas favorable à son arrestation. Raison pour laquelle on a dû trouver une autre raison. Comme je le disais tantôt, vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un qui est de mauvaise foi, qui forcément veut vous donner une camisole qui n'est pas la vôtre. La personne est dans ce... Et puis, n'oubliez pas que nous sommes sur l'arène politique, où il y a des intrigues. Mais dans le cas de Komi, me semble-t-il, ce qui le concerne pour la convocation qu'il lui a envoyée, c'est dans le cadre d'une affaire que lui-même a révélée. On a dit qu'il y a l'argent qui serait perdu chez lui. Et donc, il paraîtrait que les tests n'ont pas prévu qu'il y ait autant d'argent dans la maison d'un compatriote. Donc, il a qu'il vienne. Justement, dans ce cadre, n'est-ce pas à lui de se plaindre? Mais il s'est plaint. Il s'est plaint. Mais il se fait que les tests sont prévus que autant d'argent ne peut pas rester dans la maison d'un individu. Et d'ailleurs, c'est la justice qui met en œuvre ce que prévoient les tests. Et qui viennent expliquer comment est-ce que cet argent-là, cette masse d'argent, s'est retrouvée chez lui. Mais qui viennent expliquer. Et puis, mais écoutez, dès lors que la justice serait convaincue de son implication, je crois que écoutez, il ne serait pas qu'on appelle retenu. Il faut que les gens apprennent à avoir confiance en la justice, c'est tout. Oui, qu'est-ce que vous l'a dit donner? Non, moi, je crois principalement qu'on ne peut pas dénier le droit à certains de penser que c'est des règlements de compte politique ou c'est des intrigues politiques, parce que les figures qui sont en jeu, les personnalités qu'on indexe ou qu'on choisit de poursuivre, que ces personnalités sont de la gauche du pouvoir actuel, et donc toute poursuite, et nous sommes au Bénin, ce n'est pas la première fois, lorsque quelqu'un ne parle pas le même langage avec un pouvoir et qu'on tente de poursuivre la personne, c'est directement un règlement de compte. Voyez-vous déjà dans l'histoire ici, lorsque par exemple on reproche quelque chose à quelqu'un qui est en dissidence avec le pouvoir et qu'on lui envoie simplement une convocation, ça devient une crise sociale majeure, une crise politique majeure. Donc on ne peut pas dénier à ceux-là le droit de parler de règlement de compte politique, d'autant que le pouvoir qui est là aussi, c'est un pouvoir politique, c'est un pouvoir qui a envie de s'enraciner politiquement et donc qui peut choisir de donner des coups à des opposants politiques. Mais malheureusement, ces opposants aussi ont des choses à se reprocher et donc on ne peut que vous reprocher les choses que vous aviez mal faites dans le temps. Et parlant du dossier coton, c'était un scandale. Nous, on ne sait pas qui sont ceux qui sont véritablement responsables, on ne les a pas condamnés, on ne connaît pas encore
les tenants et les aboutissants de son dossier, de ces dossiers, du moins au plan juridique ou au plan judiciaire. Mais il se fait que c'est scandaleux qu'une culture qui devait rapporter des devises à l'État béninois, que cette culture puisse en 2 ou 3 ans faire partie en fumée 125 milliards de francs CFA et qu'on demande à un gouvernement sérieux qui est en place de ne pas poser des questions, de ne pas chercher à comprendre. Donc pour moi, ces poursuites aujourd'hui entrent en ligne de compte de la rupture prônée par le pouvoir en place et surtout de l'assainissement des mœurs au niveau de la gestion de la chose publique et pour qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un a en charge une parcelle de pouvoir, une délégation de la gestion de la chose publique, qu'il puisse se prendre au sérieux en sachant que si je ne suis pas au sérieux aujourd'hui, demain on pourra me demander des comptes. Voilà. C'est un bon début, mais certains estiment que les poursuites judiciaires, on est habitué à ça au Bénin, que ça ne donne pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a à espérer par rapport à ce dossier? Mais ce qui est espéré, est-ce que, mais écoutez, à en croire les propos qui sont tenus ici et là ce week-end-ci, est que le dossier est déposé au niveau de l'Assemblée nationale, et encore que là-bas, il y a toute une procédure. Il y a toute une procédure. Au fait, il me semble que ce sont les articles 70 et 71 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale donc, qui organisent donc, la levée du immunité parlementaire. Je crois que l'article 70 parle donc de 3 cas. Dans un premier cas, il faudrait que ce soit donc, un délit ou un crime de flagrant où le député a été arrêté. Le second cas, c'est quand il veut avoir une poursuite. Et puis le troisième cas, c'est quand la poursuite est engagée et puis en temps c'est suspendu. Dans le cas d'espèce, nous sommes dans le second cas où donc, il veut avoir une poursuite. Donc, pour la poursuite, encore que dès lors que la poursuite va être retenue par le bureau de l'Assemblée nationale, il faudrait donc mettre en place une commission spéciale, composée d'un membre du bureau, ou du président ou d'un des rapporteurs de la commission des lois, et puis des représentants de chaque groupe parlementaire. Est-ce que vous voyez? Et donc, cette commission spéciale a donc comme devoir donc, de recevoir ces députés ou ces députés dont on demande la levée de l'immunité, donc les écouter. Donc, ces députés donc, ont l'occasion donc, de s'expliquer et d'emporter donc, la conviction de leurs collègues. Donc, il revient donc à eux donc, de se défendre devant leurs collègues. Et dès lors que la conviction de leurs collègues va se former sur le fait qu'ils ne sont pas coupables ou ils ne sont pas, qu'on appelle-t-on, poursuivables, si je peux ainsi m'exprimer. Donc, dès lors que je crois que le dossier va s'arrêter. Mais quitte à ce que, ben, écoutez, dans leur implication, leurs collègues constatent que, ben non, il faudrait qu'ils aillent, donc, au niveau de la justice, donc, de se faire écouter. Et donc, encore que là, il faut que cette commission spéciale fasse son rapport, que ce rapport soit envoyé à la conférence des présidents. Voilà encore donc un troisième niveau, avant que cela ne passe au niveau de la première pour envoyer donc le député au niveau de la justice. Donc il y a toute une procédure qui n'est pas facile et que j'espère que les députés donc vont jouer leur partition parce que le gouvernement nous a révélé qu'il y a eu une mal-donne par rapport à la gestion. Parce que c'est quoi? Ce sont des fonds. Je me rappelle à l'époque, c'est des fonds que l'État béninois a été emprunté à la BOAD. À la BOAD. Donc c'est des dettes qui sont là que nous contribuables, chacun de nous payons. Et nous avions constaté que dès lors qu'il y a un nouveau pouvoir, il n'y a plus donc de subvention de l'État par rapport à la culture du coton, mais bien au contraire, c'est le coton là qui nous rapporte de l'argent. Et l'année dernière, il me semble que ça nous a rapporté près de 53 milliards. Alors comment se fait-il qu'hier, cela ne nous rapportait pas, c'est nous qui mettons de l'argent dedans, et qu'aujourd'hui ça nous rapporte? Je crois qu'un gouvernement responsable, de mon point de vue, doit pouvoir donc chercher à savoir ce qui se passe et rendre compte à la population. Merci. Et il faut dire que la demande de la levée de l'immunité parlementaire des députés a fait réagir un député comme Tiernotin. Il a tenu des propos même que je ne peux pas reprendre parce que la déontologie me l'interdit. Ben, est-ce que, pour avoir réagi ainsi devant l'opinion publique, il est en train de se blanchir? Bon, je crois que celui qu'on attaque doit pouvoir se défendre. Tout à fait. Et donc, il est en train de se défendre et il a même osé se prononcer sur un sujet sur lequel il n'a même pas encore reçu la notification, puisqu'il a dit dans le post que nous avons tous lu. Et donc, pour moi, il est en train de se défendre. Donc, on ne peut pas l'empêcher de se défendre ou autre. Et ce qui est sûr, ce n'est qu'à la justice de le blanchir et de dire que oui ou non, ce qu'on lui reproche, il est coupable ou qui n'est pas coupable, mais en même temps, il a le droit de se défendre. Oui, la plupart des personnes réclamées par la justice ne sont pas au pays. Comme Koumi n'est pas au pays, Taouré n'est pas là, il est en exil. Et puis, même Azaria Naomi est souvent aux États-Unis. Est-ce que ce dossier peut prospérer? Je crois que c'est la justice qui a demandé. Donc la justice... ma question est de savoir si ce dossier pourra prospérer. Je crois qu'il revient à la justice qui a demandé donc, de pouvoir donc, donner l'indication qu'il faudra en son temps.
Moi, je crois que ça dépend de la justice. Voyez-vous, dans ce pays, la justice n'a pas toujours été au rendez-vous de l'histoire. Depuis Kérékou, c'est vrai qu'on pourrait se féliciter sur Kérékou d'avoir assisté au procès des frais de justice criminels qui ont conduit à un certain nombre de condamnations. Mais là, c'est la maison de justice qui était là. Mais voyez-vous, dans les grands dossiers, sous le pouvoir Yahi, les conseils des ministres révèlent le plus souvent des dossiers. On a ICC Service, on a Sensan et autres. C'est le conseil des ministres qui a révélé ces dossiers qui ont été, ma foi, transmis à la justice, mais que jamais la justice n'a pu instruire jusqu'au bout. Donc, il y a que, du point de vue historique, lorsqu'on fait l'histoire des affaires de corruption au Bénin, le seul maillon aujourd'hui qui n'arrive pas à jouer véritablement son rôle, c'est la maison de justice. Donc, il faut poser le diagnostic. Est-ce que c'est parce que les hommes qui sont au niveau de la justice sont suffisamment corrompus pour ne pas faire le travail, ou est-ce que c'est le système en place qui ne permet pas aux juges de faire véritablement leur travail? Moi, je pense, à mon humble avis, que c'est le système. Peut-être que le système manque de moyens et que ça ne dépend pas de la personne des juges, des présidents de tribunaux, des procureurs qui sont en place, mais plutôt du système en place qui ne permet pas à ces individus ou à ces juges assermentés que malgré leur bonne volonté, qu'ils ne puissent pas arriver à instruire jusqu'à la fin ces genres de dossiers de corruption ou ces gros dossiers de corruption. Donc, je crois que si le président Talon et si aujourd'hui nous convenons tous qu'il faut demander des comptes à ceux-là, il revient au gouvernement de dialoguer avec la maison de justice, de lui donner les moyens de faire son travail et surtout de laisser la justice faire son travail de façon indépendante et de ne pas montrer que le pouvoir exécutif s'immisce ou pousse la justice à se transformer en bourreau d'un certain nombre de personnes dont on ne veut plus voir les têtes ou d'un certain nombre d'opposants. Donc, il faut que le pouvoir en place donne les moyens à la maison de justice pour que la maison de justice puisse travailler de façon sereine, que la justice prenne son temps et qu'au moins pour une fois aussi, l'Assemblée nationale montre aux yeux de la population que ce ne sont pas des loups qui se protègent, mais que ce sont des représentants du peuple qui ont à cœur le développement de ce pays et que lorsqu'on reproche quelque chose à un des leurs, ils sont capables d'oublier qu'eux aussi, ils ont des cadavres dans leur placard et d'envoyer celui-là se justifier devant les institutions appropriées. Troisième question, la réforme donc, du système partisan s'invite dans les débats. Un atelier se tient, du moins a eu lieu pendant 2 jours derrière l'ORTB, à l'hôtel Golden Tulip. Dites-nous, quelles sont les faiblesses actuelles du système? Du moins, est-ce que vous avez des reproches à faire au système politique, au système partisan actuel? Mais il y a des reproches, d'autant que le champion du pouvoir en place, dans son programme d'action, je l'ai dit d'abord, déjà dans son programme pour la campagne, il disait qu'il devait donc réformer le système partisan au Bénin. Et dès lors qu'il est arrivé au pouvoir, donc il a commencé donc à faire le travail. Et puis les leaders politiques sont d'accord avec lui. La preuve en est que aujourd'hui, quand vous écoutez les leaders politiques dans leurs différents congrès ou réunions, chacun, le discours aujourd'hui, c'est le système partisan. Et c'est heureux que le président de l'Assemblée nationale, avec ses collègues, puisse donc initier un séminaire sur ce thème-là. Avez-vous une idée sur certaines choses qu'il va falloir corriger? Mais évidemment que quand vous avez écouté Yahi Boni la dernière fois à Parakou, j'étais heureux de l'entendre dire qu'il n'est pas normal qu'au Bénin, qu'il y ait n'importe qui crée de partis politiques. C'est quelque chose qu'il faut corriger parce qu'aujourd'hui, si j'ai un bon souvenir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes à Cotonou, vous rassemblez des gens dans une salle, vous pouvez déjà créer votre parti politique. Il faudrait que nous ayons des conditionnalités pour créer des partis politiques. Il le dit, mais la minorité parlementaire, dont les FCBE, bien sûr, n'est pas pour la réforme du système partisan. Tous autant qu'ils sont pour la réforme. La preuve en est qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, pour l'information que j'ai, il y a donc les gens du bloc de la majorité présidentielle qui ont qu'on appelle une proposition de loi, de même que ceux de la minorité également qui ont une proposition de loi. Et donc, il va falloir donc mettre ces 2 propositions de loi, qu'on appelle les fusionner donc, pour sortir un document. Et je crois que le séminaire de Cotonou, la dernière fois, donc, va pouvoir donc aboutir à une telle solution. D'autant que, pour passage, je vous rappelle que demain, ça fera le 19 février 2018, donc ça fera 28 ans que la conférence des fonds de vie de la nation donc s'est ouverte qu'on appelle au PM à Lidjo, et il a fallu attendre 2001 avant que nous ayons une charte des partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Donc, je crois que ce séminaire a permis aux députés ou à tous ceux qui étaient présents à ce séminaire donc, de faire un bilan critique
donc de l'expérimentation de cette charte des partis politiques et pour voir donc comment dépoussiérer cette charte afin que désormais les partis politiques, parce que quoi, il faut comprendre, il faut observer une chose. Vous allez constater que depuis qu'on appelle le février 1990 à aujourd'hui, aucun président n'a été élu sorti ou émanant d'un parti politique. C'est toujours quelqu'un, Kérékou, qui n'est pas d'un parti politique, Yahi Boni qui n'est pas d'un parti politique et aujourd'hui Patrice Talon qui n'est pas d'un parti politique. Alors que notre constitution a été claire, ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Mais il se fait que, à la différence des autres pays où chaque fois, regardez le cas de l'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est un parti politique, c'est le président d'un parti politique qui est aujourd'hui porté à la présidence de ce pays-là. Mais il se fait qu'au Bénin, jamais un représentant de parti politique n'a été élu. Il faudrait qu'on puisse donc corriger cette manière de faire pour que, au niveau de la vie politique, elle soit bien animée et que vraiment qu'on puisse savoir, parce que c'est quoi, gérer les affaires de l'État, il faut donc bien se préparer. Et la formation, de mon point de vue, pour gérer les affaires publiques, se fait au sein des partis politiques. Voilà. La réforme donc du système partisan est souhaitée, mais quels pourraient en être les enjeux? Moi, je crois fondamentalement que nous sommes arrivés à bout de souffle d'un système hérité des conclusions de la conférence de février 1990, où nous venions de sortir d'un système d'un monopartisme avec une dictature et autres. Donc, voyez-vous, c'est ce que les gens ont vécu jusqu'à la fin de la conférence nationale qui a fait que, à l'avènement du renouveau démocratique, on a exprimé le vœu de donner la liberté, le multipartisme intégral. Et donc, nous sommes rentrés dans un cycle de liberté, ou bien de libertinage, j'allais dire, où tout le monde a créé, où tout le monde crée son parti politique parce que la Constitution permet à tout le monde de créer son parti politique du moment où le minimum de conditions prévues par les textes sont réunis. Aujourd'hui, nous avons fait l'expérience, on est à bout de souffle parce que les partis politiques aujourd'hui, c'est un seul individu la plupart du temps qui met la main à la poche, qui finance. Et ces partis politiques sont incapables de produire les leaders politiques qu'il faut jusqu'à ce que ces leaders puissent prendre la tête du pays. Or, il est dit dans la Constitution que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Et l'État a le droit d'aider ces partis politiques à animer la vie politique en leur donnant des subventions publiques. Aujourd'hui, quand vous prenez ce que les embryons de partis que nous avons, parce que moi je les appelle des embryons de partis, quand vous prenez ces embryons de partis aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut mettre des fonds publics à la disposition de clubs d'amis qui se dit, ou bien de clubs électoraux, qu'on va mettre des financements publics à la disposition de ceux-là pour faire quoi? Donc, il y a ce fait qu'aujourd'hui, il faut une agrégation des forces politiques autour d'un certain nombre de leaders, ou je ne sais pas. Mais tout le monde convient qu'il faut une agrégation des forces politiques pour pouvoir faire émerger de grands ensembles politiques qui pourront porter la voix des populations, qui pourront défendre des idéaux et autres. Et la faiblesse du système partisan aussi aujourd'hui au Bénin, c'est que tout le monde crée tout n'importe comment, mais on n'a pas de courant politique. On n'a pas de socialisme, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas s'ils sont des forces progressistes, des sociodémocrates ou autres, mais en même temps, la Constitution aussi ferme la voie à ces gens de courant politique parce qu'on dit que c'est l'économie de marché intégral qui est prônée par la Constitution. Donc, il y a un problème qu'il faut revoir. Question pour un Kidam, que vous dit Mohamed Sissé? Mohamed Sissé, moi je rappelle, c'est celui-là qui a été le marabout patenté du feu président Kérékou. Il paraîtrait qu'il a également, il a rejoint le président Kérékou, mais je lui ai dit, il perd un âme là-bas. Il perd leurs armes. Mohamed Sissé de plus de ce monde. Oui, bon, est-ce que vous avez des souvenirs? Non, pas de souvenirs. On a lu des choses sur le marabout Sissé, puisque au moment où celui-là agissait, on était encore peut-être dans la petite enfance. Donc, on n'a pas pu vivre. Non, moi j'ai eu la chance de voir mais j'ai lu beaucoup de choses et j'ai dit, du moment où le procès a eu lieu et qu'il a purgé les peines de prison et autres, je crois qu'il a payé le prix de ce qu'il a semé et que perd son âme là où il est aujourd'hui. Oui, on va dire un mot sur l'Afrique du Sud. Jacob Zuma a fini par démissionner et poussé dans ses derniers retranchements. Il a fini par démissionner. Oui, Jacob Zuma, il fallait qu'il parte. Actuellement, c'est Cyril Ramaphosa qui est aux affaires. Il fallait que Jacob parte vraiment parce que vous imaginez un individu avec près de 700 chefs d'accusation contre lui. Et puis, il a hérité d'un bon bilan économique de Thabo Mbeki et que lui, aujourd'hui, après 9 ans de gestion, il a laissé l'économie du pays presque totalement désansonnée. Il est temps qu'il s'en aille parce que c'est quoi? L'année prochaine, il y a les élections générales en Afrique du Sud.
Et le fait que Jacob Zuma est empêtré dans des scandales, ça peut porter un coup dur à l'ANC. Et donc, je crois que c'est par rapport à ça que les responsables de la CNC, après leur réunion, ont compris qu'il fallait quand même qu'ils puissent se débattre de cet individu qui porte déjà, qu'on appelle, qui est déjà l'image de l'ANC. Est-ce que Cyril Ramaphosa réussira à remonter la pente avant les élections? Je crois que Cyril Ramaphosa n'est pas un nouveau du système. Déjà, au niveau, après la sortie de Mandela de la prison, il était aux côtés de Mandela. C'est lui qui a dirigé la constituante en Afrique du Sud. Après la sortie de Mandela, il a quitté le monde politique pour aller dans le monde des affaires. Et il est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches du continent africain. Donc, il a réussi dans les affaires comme notre président aussi a réussi dans les affaires. Donc, moi, je crois que c'est quelqu'un qui a de l'expérience politique, qui a du vécu politique, qui a participé à la lutte anti-apartheid aussi, qui a été 2 fois en prison. Donc, je crois qu'il a la légitimité de revendiquer la lutte pour l'apartheid, mais en même temps, il a quand même le parcours politique et le parcours professionnel nécessaire pour montrer qu'il peut être un président qui peut bien diriger l'Afrique du Sud aujourd'hui. Dieudonné Katakula, journaliste, directeur de publication du quotidien Le Matin. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci Vous étiez donc avec Plaisir. Apol Emerico Adjovi, journaliste de Son État, ancien directeur de publication du quotidien Le Matinal. Merci donc à vous, Apol Emerico Adjovi. Merci à vous deux. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci aux Béninois et à tous ceux qui nous regardent ce soir. Oui. Chers téléspectateurs, rendez-vous dimanche prochain. Entre-temps, vous pouvez suivre la rediffusion de cette émission aujourd'hui même après le dernier journal, c'est-à-dire après 23h30. Portez-vous bien. Bye bye.